Notre invité pour ce focus, c'est Tchepelayi Kabata. Il est le conseiller du président de la BADEA, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes en marge de la foire du commerce intra-africain organisée par Afreximbank. Déjà, qu'est-ce qui justifie la présence de BADEA à un événement comme celui-ci? Bien, ce qu'il faudrait retenir d'emblée, c'est que c'est la mission de la BADEA même. Nous avons été assignés la mission de promouvoir le développement économique et social en Afrique. Et un autre volet de notre mission, c'est promouvoir la coopération entre les pays arabes et les pays africains au travers des investissements et du commerce. Donc, quand on parle commerce sur le continent, ça fait partie de notre mandat. Ça fait partie de notre mandat parce que le commerce contribue substantiellement au développement économique et social. Donc, ce n'est pas la première fois que la BADEA participe à ce forum du commerce intra-africain. Nous sommes à notre 3e participation. Donc, on a participé à la première édition en 2018. Et puis, nous, on a participé à celle de 2019, je crois, à Durban. Et nous sommes à notre 3e édition. On ne participe pas seulement comme tout autre participant, mais nous sommes parmi les partenaires stratégiques d'Afrexim sur cette initiative. Ok, le thème principal de cette édition, le commerce intra-africain, qui porte d'ailleurs le nom de l'événement. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'Afrique est prête à commercer avec elle-même? L'Afrique est prête à commercer avec elle-même, mais l'Afrique n'est pas suffisamment équipée pour commercer davantage. Alors, je vais m'expliquer. C'est dit que les statistiques actuelles, par exemple, montrent que l'Afrique, les pays africains commercent entre eux pour un volume de commerce de moins de 20%, autour de 17% pratiquement. Ça nous interpelle, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre être compétitif ailleurs si nous ne le sommes pas chez nous. Ça, c'est la première chose. L'autre, c'est que beaucoup de nos produits sont consommables au travers d'un pays à l'autre au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que nous avons un marché en Europe qui n'est pas suffisamment exploité. Et bien entendu, ce n'est pas par une espèce de non-volonté de commercer, mais je crois que ça s'explique par un certain nombre de facteurs. Il y a un certain nombre de défis qui font que les pays africains ne commercent pas entre eux. Donc, je peux bien élaborer sur ce genre de défis. Je crois que l'un des défis fondamentaux, c'est les infrastructures. Évidemment, quelqu'un qui produit, je ne sais pas, son poisson au Cameroun, fumé, salé, ne peut pas facilement l'écouler à Kinshasa, ne peut pas facilement l'écouler à Accra, alors qu'il y a un marché. Du poisson fumé de l'Afrique, par exemple, est très bien prisé dans la diaspora africaine, partout au monde. Mais ça n'arrive pas là parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes de standards, il y a des contraintes d'infrastructures. Alors, s'il faut rester sur le continent, les infrastructures de transport constituent un obstacle majeur. Un autre obstacle majeur, c'est les chaînes de froid. Quand vous prenez un pays comme le Tchad, par exemple, il a un cheptel bovin caprin énorme, alors que le reste du continent qui prise bien la viande cabri ne peut pas bénéficier de ça. Pourquoi? Parce que le Tchad, par exemple, en termes d'infrastructure, ils n'ont pas assez d'abattoirs au standard. Ils n'ont pas de chaînes froides où ils peuvent abattre et exporter dans les pays voisins ou sur le reste du continent. Donc, et quand on parle de chaînes de froid, on parle des infrastructures de transport. Un autre défi, c'est l'énergie. Parce que le froid, il faut de l'énergie pour ça. Donc, si ces normes-là, donc ces défis sont résolus, et on ajoute à cela le standard, la viande par exemple, le lait, ce sont des produits agroalimentaires très sensibles, donc ça peut facilement se détériorer. Et par conséquent, il faut les transformer dans les normes, de telle sorte que quand vous les exportez, ils ne sont pas contaminés. Donc à ce titre-là, quand on s'adresse de manière agressive à ces genres de défis, je crois qu'il y a bien des choses
sur lesquels les Africains peuvent commercer entre eux sans nécessairement importer ça d'ailleurs. Ben justement, c'est tous les arguments que vous évoquez qui font dire à certains que le projet de SLECAF n'est pas encore maturé. Autrement dit, la charrue a été placée avant les bœufs. Bon, au fond, moi je suis d'avis que quand vous avez une vision, une chose est de s'asseoir et de manière idéalistique. C'est-à-dire quand vous êtes trop idéal, vous allez attendre à ce que toutes les conditions se réunissent pour commencer quelque chose. Mais je crois que le fait que la ZLECAf a été lancée avec notre réalité, ce n'est pas mettre la charrue dans le bœuf, c'est évidemment lancer le défi. Donc le défi que nous avons aujourd'hui, c'est il y a un certain nombre d'éléments qui restent à être complétés, c'est notamment les règles d'origine. Nous sommes un pays de plus ou moins 54 pays sur le continent. Chaque pays a sa régulation. Ça, c'est un problème. Et puis, pour ceux-là qui ajoutent un peu de la valeur aux matières premières ou aux commodités, s'ils veulent vendre ça sur le continent, l'on doit savoir ça vient d'où. Alors, connaître ces règles-là va nous éviter des situations où nous voulons encourager le commerce intra-africain, mais nous nous retrouvons à vendre des histoires importées, quoi. Donc ça, c'est un travail énorme, bien entendu. Un travail énorme qui doit être fait. Maintenant, revenons sur Badea dans le financement justement du commerce. Quelle est la place que vous accordez aux PME qui sont pratiquement 80% du tissu économique africain? Bien, merci. Alors, pour ce qui concerne le commerce, fondamentalement, au niveau de la Badea, nous opérons sous un cadre stratégique que nous appelons Badea 2030. Et notre stratégie aussi autour des 4 priorités fondamentales. On a fait les infrastructures, on continue à les faire parce que la demande est énorme depuis 49 ans pratiquement. Alors à partir de 2015, la Badea a étendu ses opérations au secteur privé et au financement du commerce. Donc là, je m'adresse au volet commerce. L'autre pilier stratégique, c'est le développement des petites et moyennes entreprises. Et là, nous mettons un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. 4e pilier stratégique, c'est le développement des chaînes de valeur agricole. Une fois de plus, la part des femmes, des jeunes et des petites et moyennes entreprises est assez énorme dans cette chaîne de valeur. Alors, quelle est la place que nous accordons aux petites et moyennes entreprises de manière spécifique? Pour la Badea, avant d'élaborer cette stratégie, on a procédé à des consultations énormes avec plusieurs parties prenantes. Et vous avez évoqué les statistiques. Les petites et moyennes entreprises constituent la grande partie du tissu économique dans tous les pays africains pratiquement. Et à ce titre-là, on ne peut pas ne pas mettre les petites et moyennes entreprises au centre de sa stratégie si l'on est préoccupé à créer le plus d'emplois, parce que c'est là où le plus d'emplois se créent. Donc si vous encouragez les petites et moyennes entreprises, la probabilité est assurée que le chômage sera absorbé dans des proportions remarquables et que la richesse sera créée et avec la redistribution qui en sortira, la pauvreté sera réduite. Donc, au niveau de la Badea, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un certain nombre d'instruments. Nous travaillons avec le secteur public, avec les gouvernements qui, dans leur priorité nationale, veulent promouvoir les petites et moyennes entreprises. Ils peuvent faire recours à nos instruments en termes de prêts. Nous travaillons avec le secteur privé de manière générale. C'est que la question des financements, par exemple, nous travaillons avec les banques commerciales des pays, les banques régionales. Nous leur accordons des lignes de financement et eux, comme ils sont proches des petites et moyennes entreprises, ils servent les petites et moyennes entreprises. D'autant plus que, du point de vue proximité, nous ne sommes pas dans chaque pays, par exemple, avec des bureaux. Ça, c'est une chose. Autre aspect, en tant que banque de développement multilatéral, il va de soi que nous ne fassions pas concurrence avec les banques locales. Donc, et par conséquent, il ne serait pas efficace qu'une banque de notre taille, par exemple, aille traiter directement avec les petites et moyennes entreprises dans un pays donné. Le principe des subsidiarités, par exemple, demande à ce que l'entité la plus proche dans la région s'occupe des questions qui sont. Et nous, au niveau plus élevé, on travaille avec
des entités au niveau multilatéral. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, les petites et moyennes entreprises n'ont pas que le financement comme défi. Évidemment, quand on parle de petites et moyennes entreprises, bien entendu, beaucoup diront qu'ils n'ont pas accès au financement. Ça, c'est un fait, quoi. Mais ce n'est pas l'unique défi. Parce que quand bien même il y a opportunité de financement, certaines petites et moyennes entreprises ne savent pas en bénéficier. Parce qu'ils ne tiennent pas une comptabilité à jour, ils ne sont pas suffisamment formés pour préparer un projet bancable, ou ils opèrent dans un secteur qui demande un certain nombre de normes, et par conséquent, si leur capacité de se mettre au niveau des standards n'est pas assurée, ils ne sauront pas vendre en dehors de leurs frontières. Donc, il y a un problème, un défi de capacité, de compétences. Il y a un défi d'accès au marché. Donc, les deux défis sont énormes. Et nous, au niveau de la BADEA, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un pilier que nous appelons un pilier transversal, c'est-à-dire qui touche aux infrastructures, au secteur privé, au commerce, aux petites et moyennes entreprises et au développement des chaînes de valeur. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans le développement des capacités pour renforcer les petites et moyennes entreprises, les rendre à mesure de formuler un projet bancable, les rendre à mesure de développer leurs compétences afin qu'elles puissent avoir accès au plus grand marché possible, soit dans leur propre pays ou dans la région. Donc, nous avons un certain nombre d'initiatives et on travaille avec un certain nombre de partenaires dans ce sens-là. Donc, pour me résumer, les petites et moyennes entreprises pour la BADEA sont au cœur de notre stratégie. Nous y accordons une importance particulière avec les femmes et les jeunes comme cible majeure. Ok, il y a, lorsqu'on parle de la zone de libre-échange continentale, davantage pour rester sur le volet des financements, cette nécessité pour l'Afrique, et c'est l'un des combats portés par votre partenaire Afreximbank, de doter l'Afrique de propres outils, de leviers financiers. Dans ce sillage, on évoque différents fonds. À ce niveau, comment est-ce que vous percevez cette utilité pour l'Afrique de tenir ses propres leviers financiers? Effectivement, c'est que je crois que l'Afrexim, de par sa mission, c'est une banque d'import-export. Évidemment, la contribution du commerce de manière générale au développement n'est pas à démontrer. Alors, ce qu'Afrexim est en train de faire, c'est que, vous vous souvenez, quand la vision d'un marché commun a été lancée, des voix se sont levées avec raison pour dire, bon, si l'on ouvre les frontières, d'abord entre nous, sans interférence de l'extérieur, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. C'est-à-dire que ceux-là qui n'ont pas à offrir ou qui ne sont pas suffisamment outillés pour faire la concurrence au niveau continental vont voir leurs revenus de taxes ou de tarifs s'évaporer. Et par conséquent, ceux-là qui sont suffisamment avancés vont gagner plus que d'autres. Bon, nous, en économie, nous disons toujours que les commerces n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'on peut avoir raison de douter de la concurrence, mais dans les commerces, quand on y va, chacun gagne dans des proportions différentes. Mais cela ne signifie pas que ce que moi je gagne, c'est que toi tu perds. Ouais. C'est-à-dire à telle enseigne que la somme de ton gain pourrait avec la perte correspondre à zéro. Vous voyez un peu ça. Donc, il y a à gagner pour tout le monde. Bien entendu, certains peuvent gagner proportionnellement un peu plus que d'autres. Et en termes de recettes, par exemple, c'est ainsi que l'idée de créer un fonds de compensation a été créé, quoi. Donc, je crois que le fonds sera siégé va siéger à Kigali. Ouais, Kigali, effectivement. C'est que l'on veut créer un mécanisme où on a un marché commun. Bien entendu, certains pays lésés peuvent se voir compenser d'une certaine manière, de manière à les mettre à niveau, qu'ils soient à mesure de compétir avec les autres. Ce qui est bien.
Justement, dans ce sillage, parlant d'intégration des systèmes de paiement, il y a l'initiative PAPS qui a été lancée par Afreximbank. Est-ce qu'aujourd'hui, Badea participe à cette initiative? Si oui, à quelle hauteur? Voilà, donc la Badea supporte cette initiative pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer. Au fond, PAPS est en train de travailler pour permettre les paiements, les transactions commerciales ou les paiements de manière générale beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous voulez acheter, je ne sais pas, du cacao ou du chocolat d'Abidjan, vous pouvez le faire en votre monnaie locale et la personne qui est à Abidjan va recevoir sa monnaie locale et ça vous évite de transporter les casques et puis ça vous évite toute une procédure administrative assez compliquée. Alors qu'est-ce que cela demande? Dans un premier temps, il y a un certain nombre de banques centrales qui sont les pionniers, je peux dire, du PAPS. Et Afrexim est en train de travailler avec les autres banques centrales, bien entendu, pour qu'elles puissent intégrer le système afin de faciliter le commerce. Alors, nous, au niveau de la Badea, nous supportons cette initiative et nous sommes allés loin. Nous nous disons, bien entendu, l'Afrique est multiforme. Nous pouvons également nous servir des exemples des autres. Le Fonds monétaire arabe, par exemple, a un système qui s'appelle Bouna. Donc ça, c'est un système qui connecte pratiquement toutes les banques centrales des pays arabes. Et puis, d'autres banques commerciales sont en train d'intégrer pour faciliter, évidemment, le paiement. Alors, ce que la Badea a fait, ça fait partie de notre mission parce que nous voulons promouvoir le commerce non seulement intra-africain, mais aussi entre pays arabes et pays africains. Donc, à ce titre-là, une interopérabilité entre Bouna et PAPS va permettre à l'Afrique de commercer non seulement avec elle, mais aussi avec des partenaires arabes africains comme ceux du Moyen-Orient. Pour parler de la connexion justement entre les mondes arabes et les mondes africains, la Badea a lancé le projet AATB, Arab Africa Trade Bridge. De manière concrète, à quel niveau est-ce qu'il en est et qu'est-ce que cela implique? Bon, je crois que le AATB, en fait, littéralement, on peut traduire ça la passerelle arabo-africaine pour le commerce. Donc, c'est un pont, évidemment, du point de vue commerce que la Badea, qui est membre, il y a Afrexim, ATFC, qui est membre. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des pays africains qui adhèrent à l'initiative. Donc l'initiative consiste en quoi? Nous voulons créer un pont entre le monde arabe et les pays africains du point de vue commerce. Et comment les choses... Déjà actuellement, comment est le niveau d'échange entre les pays arabes? Non, en fait, il y a beaucoup, en termes de flux de commerce, ça c'est un autre défi. C'est que, je vais vous poser une question. Comment expliquer qu'un pays comme le Tchad, qui a un cheptel bovin énorme, voit son cheptel moisir alors que le pays du Golfe, par exemple, importe de la viande d'ailleurs. Donc il y a une opportunité là. Du point de vue sécurité alimentaire, évidemment, nous sommes beaucoup plus proches du Moyen-Orient que d'autres. Donc l'Afrique a un potentiel de fournir aux pays du Golfe, par exemple, les produits alimentaires qui ne sont pas propices à leur climat, par exemple. Donc maintenant, la AATB est en train de travailler sur des outils en termes de financement, d'infrastructures qu'il faut, en termes de standards, pour que les opportunités de commerce entre ces deux régions soient vraiment réelles, quoi. Et aujourd'hui, nous comptons un certain nombre de pays qui adhèrent. On est à près de 10 pays maintenant, au jour où je vous parle. Afrexim fait partie de l'initiative également. Nous avons ITFC qui fait partie de l'initiative. Et je crois que l'avenir est prometteur parce que le potentiel est là et les deux régions ont besoin l'un de l'autre parce qu'il y a des produits qui ne se produisent qu'en Afrique et non pas dans le Moyen-Orient. Quand vous prenez par exemple le chocolat, la noix de cajou, c'est paradoxal de voir ces produits fabriqués en Afrique être torréfiés en Malaisie ou au Vietnam et puis revendus aux pays
aux pays du Golfe. Alors que aller en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus facile pour un pays du Golfe d'établir un business ou d'investir dans la chaîne et puis approvisionner son marché local. Donc ça, c'est le travail que AATB est en train de faire pour créer cette synergie et attirer les investissements du monde arabe dans des chaînes de valeur qui les intéressent. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est ici que prend fin cette édition de Focus. Restez sur Vox Africa.